tous et à toutes. Donc, on va démarrer cet atelier. Donc, cet atelier est consacré à la thématique de comment on favorise l'évolution du métier de formateur. Donc, on est sur une thématique de la digitalisation, bien sûr, mais on va aller un peu au-delà sur cet atelier. On va d'abord se présenter, puisque vous voyez que cet atelier va être co-animé et va s'appuyer sur des témoignages autour de cette thématique. Donc je vais laisser les personnes qui sont avec moi se présenter, mais vous dire en introduction qu'on a souhaité tous, à la fois le CARIFOREF, la région, les intervenants, le CREPS, ACTO, à vous proposer un atelier pratico-pratique où on vous donne aussi la place, c'est-à-dire que vous puissiez poser des questions qui soient le plus interactif possible et le plus utile possible pour vous. On va essayer de ne pas être trop théorique. Voilà. Donc je me présente, puis je laisse la parole ensuite à Nadia pour la partie du CARIFOREF et ensuite à nos témoins experts. Donc moi je suis Fatima Rafik, je travaille à la région Occitanie sur le site de Toulouse, donc à la direction emploi-formation. Au service qualification professionnelle, c'est le service qui programme les formations pour les demandeurs d'emploi sur la partie qualifiante, donc différents métiers sur l'ensemble du territoire de l'Occitanie. Et pour ma part, dans ce service, je pilote une unité autour des thématiques d'ingénierie, d'innovation pédagogique. Voilà, on réfléchit beaucoup sur des questions de formation à distance, de formation hybride, et des questionnements aussi d'expérimentation sur des nouvelles modalités comme la FEST ou autre. Voilà. Je laisse la parole à Nadia pour la présentation. Merci. Donc, je suis Nadia Amdibey, je suis chargée d'études à l'Observatoire régional de l'emploi-formation du CARIFOREF Occitanie. Donc, on réalise des études, des statistiques, des analyses, surtout le champ de l'emploi et de la formation. Donc, je serai en appui dans l'animation de cet atelier avec ma collègue, du coup, Laura Espinas, qui va assurer le chat live et qui relaiera, du coup, les questions d'une partie des participants qui sont en distanciel aujourd'hui. Et je laisse nos intervenants se présenter. Non, il ne faut pas appuyer, d'accord, c'est direct. Super, faut pas dire de bêtises alors. Virginie Boissy, je suis chef de département au CREPS de Toulouse, département qui a en charge l'ensemble du pôle formation. Je suis Inès Depaquet, je suis directrice régionale pour ACTO, qui est l'opérateur de compétences de la branche des organismes de formation. Je vous présente également ma collègue Raphaël Perdieu et Lucille Cornu qui n'est pas là. Lucille et Raphaël sont les référentes, donc les chefs de projet sur tout ce qui concerne la branche des organismes de formation, donc qui ont été là en amont de la POEC que je vais présenter et qui seront là pour accompagner les projets qui vont suivre. Alors, on va démarrer l'atelier. Ce que je vous propose, c'est plusieurs séquences. D'abord, alors moi, j'aurai quelques mots d'introduction, mais je vais essayer de ne pas être très longue. L'idée, c'est de donner la parole très vite à Virginie Boissy, qui va venir témoigner en tant qu'organisme de formation, en tant qu'opérateur, sur cette question-là, de comment ils ont abordé, appréhendé cette question de l'évolution de la posture du formateur. Donc, on va vraiment s'appuyer sur un témoignage, une expérience. On vous laissera ensuite très vite la parole pour que vous puissiez aussi rebondir et l'interroger si vous avez des questionnements. Ensuite, on laissera la parole à Madame Depaquet sur la question de comment la branche, comment l'OPCO accompagne aussi les organismes de formation, et notamment au travers d'une expérience. Et l'idée aussi, ensuite, très vite, c'est de vous donner la parole pour que vous puissiez rebondir, interroger voilà, sur des questions concrètes que vous posez. Donc, je démarre la séquence. Donc, quelques mots d'introduction. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites pour ceux qui ont participé hier aux tables rondes. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur la question de la digitalisation et la question du rôle du formateur face à ce mouvement-là. Peut-être, moi, j'avais envie d'introduire cet atelier en disant finalement, aujourd'hui, le rôle du formateur est réinterrogé, mais pas uniquement sur la question de la digitalisation, mais sur d'autres questions. Donc, trois choses pour moi. Premièrement, en effet, l'intégration du numérique
dans la pédagogie, forcément réinterroge le formateur. Parce que ce n'est pas une intégration qui est anodine, puisque ça réinterroge toute l'ingénierie de formation et ça réinterroge comment j'accompagne, comment j'anime mes séquences de formation. Donc une scénarisation différente, un accompagnement différent, une appréhension de la formation complètement bouleversée. Et du coup se pose très vite la question, en effet, de la prise en main des outils. C'est très classique. C'est comment on accompagne le formateur, qui n'est pas très à l'aise avec ces outils, à prendre en main, même pour ceux qui sont à l'aise d'ailleurs, à prendre en main une plateforme pédagogique, à intégrer des nouvelles ressources, à prendre en main, pourquoi pas, des outils de réalité virtuelle et à animer des séquences de réalité virtuelle. Ce n'est pas anodin, mais comment on accompagne à l'appropriation de l'outil. Donc ça, c'est le premier sujet. Puis autour de la digitalisation, il y a la question aussi de comment il réinterroge la formation elle-même. C'est-à-dire on intègre l'outil, mais derrière, ça réinterroge l'ensemble de la formation. Le deuxième sujet, c'est la question, en effet, aussi des soft skills. C'est un sujet important. On voit bien, on a une accélération de la transformation des compétences aujourd'hui. On voit bien que la formation aujourd'hui doit permettre aux apprenants d'acquérir des compétences transverses, apprendre à apprendre, savoir résoudre des problèmes. Et on voit bien que ça traverse tous les métiers et que de plus en plus on demande aux futurs salariés de savoir s'adapter, d'être réactifs, d'être agiles. Donc on voit bien que la formation en elle-même, les attentes en matière de formation sont différenciées. Et la troisième chose, c'est l'accès au savoir. Le formateur, il est réinterrogé parce qu'aujourd'hui, l'accès au savoir, il est complètement démocratisé. Vous avez des tutoriels sur tout. Vous avez des explications sur tout, sur le net. Donc l'information est quand même extrêmement démocratisée. Donc aujourd'hui, le formateur, finalement, ce n'est pas celui qui a le savoir. C'est celui qui va permettre justement de travailler sur résoudre des problèmes, sur ses compétences transverses, et comment je choisis la ressource. C'est celui qui va choisir la ressource. Donc on voit bien qu'il y a des mouvements il n'y a pas que la digitalisation, mais il y a d'autres mouvements qui viennent réinterroger la posture du formateur. Donc ça, c'était les propos introductifs. Il y a quelqu'un qui... donc on va passer à nos témoins, du coup à Virginie Boissy, qui va pouvoir témoigner sur une expérience concrète sur la question de la digitalisation. C'est bon là? Vous m'entendez bien? Alors, du coup, pardon. Oui, la question c'est qu'est-ce qui a poussé le CREPS à s'engager justement sur la question de la digitalisation? Quels ont été pour vous les enjeux? Quelle a été l'origine? Pourquoi le CREPS s'est engagé dans cette démarche de digitalisation? Alors peut-être juste avant de démarrer, vous expliquer, on croit toujours que tout le monde connaît le CREPS, mais peut-être quand même vous dire rapidement ce que c'est que le CREPS. Donc un CREPS, c'est un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive. En région Occitanie, il y a 2 CREPS sur 3 sites, un à Toulouse, un à Montpellier et un à Font-Romeu. Et un CREPS, ça a 3 métiers. Le premier métier, qui est souvent le plus connu, c'est celui de permettre à de jeunes sportifs de haut niveau d'accéder à la performance sportive avec des pôles d'entraînement, avec une scolarité aménagée. Le deuxième métier, c'est de former au métier du sport, donc pour devenir animateur, entraîneur, directeur de structure sportive. Et le troisième métier, c'est aussi de pouvoir louer et proposer des stages en utilisant les installations du CREPS. Le CREPS de Toulouse, c'est 1300 stagiaires à l'année et c'est une bonne quarantaine de formations que l'on propose sur notre catalogue. Voilà, ça c'est pour le panorama rapide, la photographie de l'établissement. On est donc un établissement public local de formation, sous double tutelle, la tutelle du ministère des Sports et la tutelle du Conseil régional Occitanie. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous a poussé à aller vers la digitalisation? Plusieurs choses, plusieurs éléments de contexte. Depuis 2017-2018, on se posait la question de la digitalisation. On avait expérimenté un seul et unique dispositif de formation à distance pour des joueurs de rugby professionnels qui n'étaient pas en capacité de se déplacer en formation. Donc, on avait imaginé un dispositif propre pour eux, qu'on a essayé ensuite de redéployer vers d'autres formations sans grand succès parce qu'on ne savait pas trop faire.
À partir de 2019, on s'est dit, là, il faut vraiment qu'on mette... On avait conscience d'un certain retard, parce que le retard, il n'était pas que lié à la digitalisation des contenus de formation, mais il était lié aussi au fait que nous n'avions pas on n'utilisait pas une solution logicielle, par exemple, de gestion de nos candidats. On n'avait pas d'inscription en ligne. Il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient encore un peu sous le mode traditionnel et papier. Donc c'était en fait, si vous voulez, une réflexion globale qui s'est posée à partir de fin 2018, où on s'est dit là, on a conscience d'un certain retard, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on a réfléchi à un certain nombre d'actions. On a d'abord envoyé 2 personnes suivre une formation sur l'ingénierie de la formation à distance. On s'est équipé donc d'une solution logicielle, on a mis en place des inscriptions en ligne. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a déployé l'outil Teams, une solution Office auprès de l'ensemble de nos stagiaires. Et puis, eh bien, vous le savez, en mars 2020, le Covid est arrivé. Et là, il a fallu, en 8 jours de temps, transformer l'ensemble de nos contenus de formation à distance. Donc là, on a brodé, comme vous tous, hein, j'imagine, on a bricolé. Assez rapidement, on est rentré dans un réseau national. On a la chance, les CREPS, d'avoir un réseau numérique, un réseau national dans lequel on est rentré, qui nous a permis de nous doter très vite d'une plateforme LMS qui s'appelle le Claroline Connect. Donc très vite, on est rentré sur cette plateforme. En septembre 2019, on avait recruté un formateur chargé de la digitalisation qui a également réfléchi à comment accompagner ses collègues. Vous venez de le dire, hein, Fatima, les outils, c'est une chose, mais après, comment on s'approprie ces outils? Donc très vite, lui, il a eu pour mission d'accompagner ses collègues à l'utilisation de cette plateforme. Mais tout ça, c'était encore qu'un début, qu'est les prémices, et c'était que le début. Il s'est trouvé qu'à ce moment-là, je parlais d'alignement de planète, il y avait un appel à manifestation d'intérêt qui était proposé par le conseil régional, qui était la modernisation de l'appareil de formation. C'était au moment où on rentrait dans le confinement. Donc on a déposé un dossier dans le cadre de cette AMI et nous avons été retenus. Et donc dans ce cadre-là, très vite, on s'est posé la question d'une stratégie de déploiement de la digitalisation à tout point de vue sur l'ensemble du dispositif formation, quel qu'il soit, à tous les niveaux, pour pouvoir effectivement essayer d'accompagner les équipes. L'enjeu pour nous, c'est, je l'ai dit, on s'adresse à des publics complètement différents, des joueurs professionnels, des personnes qui travaillent, on fait de la formation initiale, de la formation continue. Il faut qu'on puisse répondre à des besoins en formation qui sont différents en termes de public, mais aussi en termes de territoire, puisqu'on doit de plus en plus déployer nos formations sur des territoires en carence. Donc il fallait qu'on puisse effectivement avoir une offre de formation beaucoup plus variée. Alors justement, Virginie, vous parlez du coup, vous avez saisi l'opportunité de l'AMI, de l'accompagnement proposé par les prestataires retenus par la région Occitanie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment s'est passée la démarche d'accompagnement, comment l'équipe a appréhendé cet accompagnement, expliquer un peu, voilà, complètement comment ça s'est déroulé justement, cet accompagnement à la digitalisation. Donc, en fait, on a été accompagné par un cabinet. Déjà, le premier conseil que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous pouvez être accompagné, faites-vous accompagner par une ressource extérieure parce que ça permet effectivement de bénéficier de la vision d'experts et puis aussi d'envisager parfois les choses telles qu'on ne les aurait pas forcément imaginées dès le départ. Donc, sur la base d'un diagnostic que nous avons établi, il a fallu à ce moment-là définir notre stratégie. La stratégie, elle portait sur 3 aspects. L'évolution du métier de formateur, la digitalisation en elle-même, et enfin la question de l'attractivité pédagogique. Comment on gamifie, comment on intègre de la vidéo, etc. Pour ça, on a travaillé donc sur les 3 axes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un temps très, très, très long. C'est-à-dire qu'il y a au moins déjà une année qui s'écoule entre le moment où on écrit la stratégie et au moment où on définit le plan d'action qui est nécessaire. Il ne faut surtout pas se lancer dans le plan d'action sans avoir bien réfléchi la stratégie au préalable. Sur ces 3 actions, qu'est-ce qu'on a fait? Sur l'évolution du métier de formateur, en fait, ce que ça vient questionner, c'est qu'on a face à nous des équipes qui jusque-là étaient juste des formateurs, qui faisaient du face-à-face, qui de plus en plus ont des missions de coordonnateurs, c'est-à-dire qu'au-delà du face-à-face, il faut aussi coordonner sa formation, faire en sorte qu'elle fonctionne bien, etc. Mais on a aussi de plus en plus de missions d'ingénierie. Donc je deviens formateur, coordonnateur, ingénieur. Donc en fait, le métier, déjà, il évolue et ça pose la question de comment je priorise, la question du temps.
Donc la première question que l'on s'est posée, c'est est-ce que finalement une même personne peut remplir ces 3 missions-là? Est-ce que je peux être à la fois formateur, coordonnateur, ingénieur? Donc on a fait, et ce n'est pas terminé, hein, ce dont je vous parle, ce n'est pas fini, c'est-à-dire qu'on est toujours dedans, puisque pas plus tard que fin août, on a continué de travailler sur c'est quoi être formateur, c'est quoi être coordonnateur, c'est quoi être ingénieur. Il faut être au clair sur ces missions-là, et en tout cas, c'est quoi ces 3 missions-là au sein du CREPS de Toulouse, avec les moyens dont on dispose, avec le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait dans le cadre de l'accompagnement pour essayer de bien distinguer ces différentes missions, les formaliser. Et une fois qu'on a fait ça, c'est seulement à partir de là qu'on peut imaginer d'autres formes de travail, d'autres façons de s'organiser, d'autres façons de répartir les missions entre les uns et les autres. Alors ce que je vous dis, c'est propre à nous, c'est-à-dire que ce qui marche pour nous ne marche pas forcément pour tout le monde, hein. Donc n'y voyez pas de la bonne recette. En tout cas, c'est la recette vers laquelle nous sommes partis aujourd'hui. Ce qu'on a essayé de faire comprendre, c'est que le cœur de métier, il n'a pas changé. Finalement, tout ça, c'est bien au profit de l'acte pédagogique. Mais cet acte pédagogique, il rentre dans un environnement qui aujourd'hui est en train d'évoluer. Donc c'est ça aussi qu'il a fallu expliquer, faire comprendre, mais aussi rassurer les équipes qui, à un moment donné, se sont dit « mais c'est quoi ce truc? Moi, je n'ai pas envie de changer. Moi, je suis là pour faire un acte pédagogique. » Mais l'acte pédagogique, il est toujours là. C'est juste la façon, c'est les choses qui changent, c'est le système qui change. Ensuite, très concrètement, ils ont eu des journées de formation sur la granularisation et la scénarisation pédagogique. Donc là, c'est le cabinet qui a mené des actions de formation précises sur cette thématique-là. Ça, c'était le premier axe, donc la question de l'évolution du métier. Ensuite, le deuxième axe, c'est la digitalisation en elle-même, c'est-à-dire que là, nous sommes mis les mains dans le cambouis, on a pris des contenus de formation et on a dit, maintenant, ces contenus-là, si on veut les digitaliser, comment on fait? Donc là, ils sont toujours en train de produire, de réimaginer une scénarisation pédagogique pour pouvoir créer ce qu'on appelle les storyboards ou les storylines qui permettront après de produire du contenu digitalisé. Et le troisième axe, c'est la question, c'est ce que je vous disais, de l'attractivité pédagogique. Donc là, ils ont eu, là aussi, très concrètement, des actions de formation sur le montage vidéo, sur la gamification, pour essayer aussi de scénariser, c'est une chose, mais comment je m'appuie sur du visuel, sur du son, sur du dynamique, de l'interactif, etc. Ça, c'est ce qui s'est passé. Après, qu'est-ce que ça a fait émerger? Parce qu'on est parti dans cette aventure sans trop savoir quand même où nous allions, hein. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est tout ça, ça va nous permettre de digitaliser des contenus de formation. Voilà. Mais ce n'est pas que ça, en fait. Il s'est passé des tas et des tas d'autres choses, et notamment la question du métier, elle est venue très très vite et elle a été très prégnante et elle a pris beaucoup plus de temps que ce que nous avions imaginé. Ce que ça a fait émerger, c'est que pour créer, il faut du temps. Donc ça a questionné jusqu'aux fiches de poste des agents. Est-ce que tout le monde continue de faire tout ce qu'il faisait jusque-là? Est-ce qu'on répartit? Est-ce qu'on fait des équipes? Est-ce qu'on professionnalise encore? Et jusqu'où on va? Donc ça, c'est ce que ça a fait émerger, premier point. Ça a fait émerger aussi sur la clarification des rôles et missions de chacun, jusqu'au secrétariat, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait aussi posé la question des inscriptions en ligne. Quand il y a un LMS, qui inscrit des stagiaires sur la plateforme de formation à distance? Donc ça a re-questionné ça. Finalement, ce que ça questionne, en fait, c'est l'ensemble du système, c'est la structuration du service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de remettre à plat toute l'organisation du service formation pour redéfinir les rôles et missions de chacun en intégrant la question de la digitalisation. C'est-à-dire que là où on est parti au départ en se disant on a besoin de transformer des cours et de se faire accompagner pour mettre ces cours de façon digitalisée, on voit bien que finalement ça vient questionner des choses beaucoup, beaucoup plus en profondeur. Donc on voit bien que vous avez ouvert le chantier, le gros chantier. La question, on voit bien les apports, on voit bien que c'est, en tout cas, on sent bien qu'il y a quand même un côté positif. Mais la question, c'est, voilà, si vous devez exprimer un petit peu les écueils, les difficultés, les résistances
que vous avez pu rencontrer. Alors peut-être pas, hein, mais vous allez nous dire. Voilà, quels ont été sur cette démarche-là, quels ont été un petit peu les blocages, hein, internes ou externes, hein, d'ailleurs. Mais voilà, sur quoi vous pouvez alerter quand on lance un tel chantier au sein d'un organisme de formation. Alors, il y en a plusieurs. On en a rencontré et nous en rencontrons toujours. Bien évidemment, c'est pas tout rose. Déjà, en préambule, ce qu'il faut se dire, c'est que si on se lance sur le chantier de la digitalisation, à partir du moment où on est parti, on ne reviendra jamais en arrière. Il y aura vraiment l'avant et l'après, quoi qu'il arrive. Ça, c'est la première des choses à se dire. Ça ne laisse pas indemne. Mais je pense que c'est positif, hein, mais il faut quand même se dire que ce n'est pas un long fleuve tranquille, que c'est un peu semé d'embûches et que, en tout cas pour ce qui nous concerne, on n'a pas tout vu venir et qu'il a fallu s'adapter, se réadapter et on est encore en train de s'adapter. Et on avance chemin faisant. Donc ça, il faut vraiment avoir ça en tête. C'est essentiel. La question de l'accompagnement, j'insiste, je pense que c'est fondamental. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas des professionnels de ça, il faut vraiment vous faire accompagner parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas du tout imaginées. Et il faut, pour ça, l'apport d'un expert, une vision extérieure, permet effectivement d'y voir clair. Ce qu'on n'avait pas forcément non plus mesuré, c'est la question des moyens. Alors d'abord, la question du temps, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. C'est extrêmement chronophage. D'abord, tout ce temps où il a fallu discuter des rôles et missions, la définition des différents métiers, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on réorganise, est-ce qu'on recrute, je vais y venir. Tout ça, ça prend du temps. Donc, c'est du temps qu'on n'avait pas forcément imaginé. Sans compter le fait même que le fait de digitaliser, mais ça, j'imagine qu'on vous l'a déjà dit, hein, 1 heure de présentiel à transformer, c'est 10 heures de travail, c'est x10. Donc, sans compter tout ce temps aussi de digitalisation en lui-même qu'il faut effectivement prendre en compte. La deuxième question des moyens, c'est quand même les moyens financiers, parce que si on veut digitaliser, on n'a pas le choix, il faut se doter d'outils. Donc, à minima, quelques solutions logicielles. Pour nous, ça a été au-delà de ça, puisqu'on s'est même équipé d'un studio rapide MOOC, qui permet donc de faire des capsules de MOOC. Et on est également en phase de recrutement, je vais y revenir. Donc, ça fait partie des choses auxquelles il faut essayer de... Si vous pouvez bénéficier de notre expérience, essayer de l'anticiper, la question des moyens. C'est vraiment une démarche de transformation profonde de la digitalisation, c'est-à-dire que ça va vraiment jusqu'au système, le système en lui-même, la structure elle-même. Ça a même des impacts sur les fonctions support, les systèmes d'information, le budgétaire, les RH. Si aujourd'hui, c'est un projet qui est parti d'un service, mais qui impacte l'ensemble de l'établissement. Parce qu'en plus de ça, on s'aperçoit que ça permet des possibilités dont les autres services peuvent aujourd'hui bénéficier. Je pense par exemple au studio Rapid MOOC. Aujourd'hui, un entraîneur de haut niveau, ça peut être très intéressant de lui faire une interview dans ce studio pour bénéficier à un moment donné d'une expertise. Ça, c'est des choses qu'on n'avait pas imaginées. Donc aujourd'hui, on est en plein développement par rapport à ça. Donc coûteux en temps, en moyens financiers, et il faut essayer de penser l'organisation. La suite pour nous, c'est quoi ? Concrètement, aujourd'hui, on a fait un choix simple qui est de dire le métier des formateurs au CREPS de Toulouse, il s'arrête à la scénarisation pédagogique. Et donc là où on pensait au départ que les équipes mettraient un peu les mains dans le cambouis, feraient du montage vidéo, un peu de montage photo, etc., on a dit stop, on n'ira pas jusque-là, ça c'est un autre métier. Et donc là, nous sommes en train de recruter, par exemple, un concepteur multimédia. Donc on est en plein dedans, puisque les entretiens se sont terminés la semaine dernière. Donc là, par exemple, on a fait ce choix de se professionnaliser et de s'appuyer sur la compétence spécifique là-dessus. L'autre chose que ça fait émerger, c'est qu'on ne parle pas devant une caméra comme on parle devant un groupe. Là, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, quand on s'est retrouvé à commencer de faire travailler nos formateurs sur de la vidéo, de la prise de vidéo au studio ou face à la caméra, on a eu des difficultés que l'on pourrait tous connaître, de gens très mal à l'aise. Enfin, ça prend un temps pas possible de recommencer, de faire une prise, 10 prises, 30 prises. Donc là, par exemple, on est en train de réfléchir à proposer une formation continue sur la prise de parole face à la caméra, peut-être un peu de théâtre d'impro. Donc, autant vous dire que pour certains formateurs, quand on leur dit on va vous proposer une formation sur du théâtre d'impro, ils ne comprennent pas trop ce qu'on est en train de leur dire.
Donc, on a toujours des résistances au changement. Ça, c'est évident. Mais ce sur quoi je parie, c'est que ça sème des petites graines et que certains quand même se disent « Tiens, c'est pas mal ce que tu as fait ». Des petites choses très simples. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on s'était équipé d'une solution logicielle pour gérer l'ensemble des dossiers de nos candidats. Et bien même ceux qui étaient réfractaires se disent « C'est quand même pas mal parce que si j'ai besoin d'avoir accès au dossier de mon candidat, finalement, je peux ouvrir mon ordinateur, je peux y accéder ». Et en fait, c'est des petites choses, c'est des petites graines qu'on sème qui font qu'à un moment donné, on arrive petit à petit à convaincre. Mais ça nécessite de l'accompagnement, de la persuasion et de la formation continue en permanence des équipes. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Virginie. C'était très, très intéressant. Alors, ce que je vous propose, voilà, c'est de prendre 10 minutes pour que vous puissiez rebondir, questionner Virginie sur cette expérience ou sur ce témoignage. Alors, Nadia va passer le micro. Voilà. Bonjour, Claude Juillard, je suis responsable qualité de Active Formation Conseil. J'avais une question qui est en fait en filigrane, il y en a 3 autres. Donc je vais essayer d'être simple. Peut-être l'avez-vous précisé, mais je ne l'ai pas entendu. En tout cas, j'aimerais bien que vous le précisiez. Quel est le volume que représentent vos formations digitalisées? Quel ratio ça représente par rapport à l'ensemble de vos formations? Et la dernière question, l'avant-dernière question, pardon. Quelles sont les durées des formations que vous traitez de cette façon-là et sont-elles diplômantes ou certifiantes? Merci. Donc, ce que je disais au départ, on avait une formation sur les 40 que l'on propose qui était totalement digitalisée. Pour les autres, je ne sais pas ce que vous appelez digitalisation, c'est-à-dire que jusque-là, on a de la mise à disposition de contenu sur une plateforme, on a de la visio, mais on n'a pas une formation digitalisée telle qu'on pourrait l'imaginer avec des activités, des parcours qui sont scénarisés. Voilà, ça, on n'a pas. C'est justement ce que l'on est en train de construire. Par contre, le challenge qui est demandé à l'équipe, c'est qu'à la rentrée de septembre 2022, la totalité de nos formations propose à minima 20% de contenu digitalisé. Alors c'est d'autant plus facile de les challenger là-dessus que l'on est accompagné par un cabinet qui nous aide à digitaliser. Donc normalement, à début 2022, on aura déjà très clairement digitalisé des contenus de formation on a choisi des contenus qui étaient communs à l'ensemble de nos formations pour que ce soit le plus optimisé possible. Nos formations sont-elles diplômantes? Oui, pour la majeure partie d'entre elles, pour une grande partie d'entre elles. Et c'est des formations qui durent, pour les qualifiantes en tout cas, entre 9 à 24 mois. Des formations de niveau bac, bac plus 2, bac plus 4. Ça répond à toutes vos questions. Vous avez un complément? J'en ai oublié une. Oui, merci. Ça veut dire que donc 8 formations vont être digitalisées en septembre? Non, sur les 40, la totalité de nos formations diplômantes... Vous avez dit 20%. 20% du volume horaire de D'accord. chaque formation sera digitalisé. D'accord, donc ça veut dire que vous faites de l'association forcément entre le présentiel et le distanciel? Tout à fait. Il n'y a pas une seule formation, et après je laisse la parole, pardon. Une seule et 100% de la distancielle, c'est celle qui est pour les joueurs pros de rugby dont je vous parlais tout à l'heure, qui l'était, qui le restera, mais par contre le contenu va être complètement différent. Ok, je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'était juste avant. Oui, bonjour, Sophie Roch, Marie-Jules RH. Moi, j'avais une question, une réflexion, par rapport à ce que vous avez évoqué du recrutement en cours d'un concepteur multimédia, parce que ça vient vraiment interroger, selon moi, la formation que nous devons proposer à nos formateurs sur la e-formation. Jusqu'où va-t-on? Et j'aurais souhaité que vous détailliez un peu plus peut-être les freins. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez dit stop, nous allons recruter un concepteur multimédia? Alors, ce qui a fait que l'on ait dit stop, c'est lorsqu'ils ont suivi justement les 2 jours de formation sur le montage vidéo et la gamification. En fait, très vite, on s'est aperçu que ce n'était pas une formation, c'était une sensibilisation. Et la quasi-totalité des formateurs sont venus me voir en me disant « mais c'est compliqué, on ne sait pas faire ».
Et ça demande du temps, parce qu'il y a la question du temps quand même qui revient continuellement. Je veux dire, faire un montage vidéo, ça prend... Alors, on a parlé de 1 heure présentielle à scénariser, c'est 10 heures, mais ça, c'est sans parler de la conception et de la production multimédia derrière. Donc, il y a un moment donné, on s'est dit, soit effectivement, on professionnalise et on prend quelqu'un qui ne fait que ça, soit effectivement, on forme tout le monde. Mais le risque de former tout le monde, on le connaît. C'est la question de l'appropriation, c'est la question de la résistance. Et est-ce que finalement, on les aura formés à un niveau qui répondra à ce que l'on souhaite faire en termes de qualité? Donc c'est là où on a dit stop. Ok, vous savez faire un peu du montage vidéo, mais en fait, vous ne ferez pas du montage vidéo. Vous connaîtrez, quand le concepteur il vous dira ça, c'est pas possible, vous aurez des notions, mais stop, on arrête là et on recrute. Et c'est vrai qu'on rencontre souvent pendant cette problématique lorsque nous formons au blended learning les formateurs qui, in fine, à la fin de la formation, nous disent je suis frustré parce qu'il manque la mise en pratique, mais j'ai pas le temps pour la mise en pratique. Donc je crois qu'il y a vraiment une question à se poser sur les limites de ces formations, peut-être dessiner vraiment les contours. C'est ça. Et donc, dans les phases de discussion que l'on a eues lors du recrutement, puisqu'on a eu des profils différents face à nous aussi, c'est poser la question de que fait le concepteur? Donc, on avait par exemple des profils qui nous disaient moi, je suis capable, à partir d'une commande, de rédiger moi-même le scénario pédagogique et de le produire. Nous, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est que nos formateurs, qui ont aussi des profils d'ingénieurs, puissent aussi faire ce travail de scénarisation pédagogique. Et le concepteur, il est bien dans de la production. Il peut conseiller, il est en appui, mais il reste bien sur la production. Donc, on a vraiment séparé les métiers à ce niveau-là. Alors, on a juste une question sur le chat. Est-ce que vous avez réussi la certification Calliope? Et si oui, comment cela s'est passé sur les formations de diplômantes? Tout s'est bien passé. Oui, nous l'avons passé. Oui, nous l'avons réussi. Et ça s'est bien passé sur les formations diplômantes. Il faudrait peut-être préciser la question qu'il y a derrière, je ne sais pas. Donc, à préciser sur le chat pour la personne qui a posé la question. On a une question ici aussi. Moi, je profite. J'avais une petite question. Le CREPS, c'est un gros organisme de formation, une grosse structure avec une structuration opérante. Est-ce que la démarche que vous avez menée vous semble réalisable à l'échelle d'un plus petit organisme de formation? Et quel conseil vous donneriez à un plus petit organisme pour arriver au même résultat ou en tout cas au même résultat que vous ou pas loin? Voilà. Est-ce que c'est réalisable pour un organisme de plus petite taille, moins structuré? Parce qu'on entend bien qu'il y a une structuration, les métiers sont définis. Quand on a 2 ou 3 formateurs, est-ce qu'on peut avoir l'ingénieur, la personne qui fait l'image, le son? Est-ce qu'on arrive à structurer de la même façon? Merci. Je ne suis pas dans un petit organisme de formation, donc je vais m'imaginer les choses, mais j'ai quand même la sensation que la démarche est la même. C'est-à-dire que la question du métier, qu'il soit 17 ou qu'il soit 4, la question du métier, la question du temps, elle se pose de la même manière. Après, on a un volume de formation qui est conséquent, mais qui est lié à la taille de l'établissement, et donc on a les moyens qui permettent de répondre à ce volume de formation. Mais j'ai la sensation que la démarche serait la même. Bonjour, Valérie Keller, ASE Formation. J'avais une question sur la notion de digitalisation. Vous parlez de montage vidéo. Aujourd'hui, on parle aussi d'e-learning, donc de modules SCORM. Est-ce qu'aujourd'hui, vous construisez des modules SCORM? Est-ce que vous les faites produire par ailleurs? Voilà, c'était le make or buy qui m'intéressait parce que je suis dans cette question-là personnellement. Alors, on a, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait 2 collègues qui étaient partis en 2019 en formation à l'AFPA. Donc, elles ont effectivement appris à créer des fichiers SCORM, donc ce qu'elles font, mais parce que ça leur plaît. Là encore, très vite, s'est posé la question de ça rentre dans la fiche de poste, ça rentre pas dans la fiche de poste. Donc, aujourd'hui, on va leur laisser la possibilité si elles souhaitent de temps en temps, mais l'idée, c'est quand même que ce soit ça aussi reporté sur la personne qui va arriver au niveau de la conception multimédia, qui puisse faire les deux, jusqu'à l'intégration dans le LMS. Bonjour, donc moi je suis Baria Elal, directrice ingénierie pédagogique et qualité au Centre régional de formation professionnelle. Je vous remercie pour le retour d'expérience. Ma question est simple. Après la formation et la scénarisation de vos formateurs, quel était en fait leur ressenti
leur impression? Est-ce qu'ils se sont sentis plus en sécurité par la suite parce qu'ils avaient plus, on va dire, de méthodo? Est-ce que la question du temps revient toujours? Et voilà, et des missions, quelles missions? Et vous avez évoqué en fait que vous avez mené un travail justement pour éclaircir donc ces missions. Ça a pris quelle forme, enfin, pour avoir une idée un peu plus concrète? Merci. Donc déjà, personne n'est parti en courant. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fait la formation, ils sont restés. Ensuite, effectivement, la question du temps est revenue immédiatement. Mais ils étaient rassurés surtout parce qu'au-delà de la formation, derrière, il y a l'accompagnement qui continue. C'est-à-dire que derrière, après, ils ont des temps de travail réguliers avec le cabinet où ils sont en train de travailler, ils ont pris des contenus et sur ces contenus-là, ils sont en train de travailler sur la scénarisation pédagogique. Mais ils ne le font pas tout seuls. Donc certainement que s'ils avaient été formés et qu'on leur avait dit maintenant, allez-y, ça n'aurait de toute façon pas fonctionné et certainement qu'un certain nombre d'entre eux seraient partis en courant. Là, ils se sentaient accompagnés, il y avait une main qui était proche pour pouvoir les aider. Donc, si vous voulez, là-dessus, ça c'est bien. Et ils sont toujours dessus, hein, ils sont toujours dessus. Après, ils sont un certain nombre de temps en temps à me dire, ça prend du temps. Oui, on savait que ça prendrait du temps, mais comme en plus de ça, c'est la première fois, on découvre, ça prend d'autant plus de temps. Mais on fait le pari qu'on est en train d'investir pour la suite, si vous voulez. Et après, il y a une deuxième question, mais je ne sais plus, une deuxième partie. Ah oui, la question sur les travaux. Alors, la première phase, ça a été un atelier de design thinking qui a été amené par le cabinet. Ils sont partis d'une question, c'était c'est quoi être formateur au CREPS de Toulouse? C'était la question de départ. Et donc, pendant 2 jours, ils ont travaillé là-dessus. Suite à ça, donc, le cabinet nous a fait un débriefing sur la nécessité de pouvoir éclaircir les rôles et missions de chacun jusqu'à la question de qui fait quoi, même au niveau du secrétariat. Et ça a pris la forme d'un séminaire spécifique de 2 jours qui a eu lieu fin août dernier, où là, on a repris l'ensemble des travaux qu'ils avaient ébauchés avec le cabinet. Et par petits groupes, ils ont travaillé sur c'est quoi être formateur, c'est quoi être coordo, c'est quoi être ingénieur. Alors ça pose aussi question des enjeux, des priorités. Voilà, donc on n'a pas été que là-dessus, vous imaginez bien. Et ensuite, on a réussi à la fin à finaliser collectivement 3 documents sur les missions, de ces 3 missions-là. Et on en a profité également pour bien redéfinir les missions du secrétariat. L'idée, c'était de leur dire, on vous libère d'un certain nombre de missions pour que vous ayez le temps nécessaire pour faire de l'ingénierie. Parce qu'on parle de l'ingénierie pédagogique, mais il y a aussi, pour ce qui nous concerne, beaucoup d'ingénierie territoriale, puisqu'on accompagne aussi des territoires, des structures pour monter des dispositifs spécifiques. Donc pour ça, il faut du temps. Voilà. On va prendre cette dernière question et puis on passera au second. Je vous remercie. Isabelle Mazinck, Région Occitanie. Vous n'avez pas beaucoup parlé de la relation à l'apprenant. Je voudrais savoir, vous avez beaucoup parlé de la formation à la scénarisation, aux outils et tout. J'aimerais savoir en quoi ça a changé la relation à l'apprenant et quelles ont été là aussi un peu les difficultés, les freins et les leviers qui ont permis aussi de rassurer les formateurs, de leur montrer que c'était possible. Merci. Alors concrètement, pour l'instant, l'apprenant n'a pas encore vu la différence puisque nous n'avons toujours pas déployé ce sur quoi nous travaillons depuis maintenant bientôt 1 an. Ça se saura dans quelques temps. Par contre, il n'est pas oublié dans le dispositif. C'est-à-dire que, comme dans tout, quand on développe quelque chose de nouveau, c'est important à un moment donné d'aller faire ce qu'on appelle le test utilisateur, donc d'aller confronter si ce que l'on est en train de construire, ça fonctionne. Donc ça, c'est des choses qui sont prévues dans les étapes à venir, quand les collègues auront bien avancé sur la scénarisation pédagogique. Mais aujourd'hui, nos apprenants disposent de contenus distanciels, mais qui ne sont toujours pas ceux que l'on est en train de digitaliser. Normalement, à partir de janvier 2022, nous allons déployer nos premiers modules digitalisés qui auront été construits dans le cadre de cet accompagnement. Et qui concrètement, dès janvier, on est déjà en train de se dire que parce qu'on a ces modules, ces contenus digitalisés, on va déjà pouvoir imaginer nos formations de façon différente.
On est déjà en train de se dire, en fait, l'offre de formation, elle va pouvoir évoluer. C'est pas juste, on a remplacé ça par ça. C'est pas vrai. Ça vient aussi réinterroger l'ensemble de la stratégie de formation. Et donc, forcément, l'offre auprès des apprenants. Alors, pas de souci. On a d'autres questions sur le chat live, mais qui sont un peu génériques. On va passer au second témoignage, et puis après, on aura un dernier temps d'échange aussi un petit peu plus global sur toutes les thématiques générales qui touchent l'évolution. Donc, on va passer au second témoignage par Acto. Donc, vous avez mis en place une préparation opérationnelle à l'emploi collectif sur le métier d'e-formateur. Est-ce que vous pourriez nous présenter la démarche, sa genèse et les objectifs de ce projet ? Alors, sur l'histoire de ce projet, puisque je crois que les projets, en tout cas les beaux projets, démarrent toujours par des rencontres. Et c'est le cas. Le premier niveau de rencontre, alors pour nous, c'est une démarche assez classique de mise en œuvre d'un parcours. On parle là d'un dispositif PE collective. Ça aurait pu être n'importe quel autre dispositif. L'objectif est de présenter en fait le profil et la tentative, l'expérience qu'on a menée. Le point de départ, c'est d'abord une rencontre avec les organismes de formation, avec vous, qui ont fait remonter des besoins, et pas seulement sur les métiers des formateurs, mais qui ont commencé à se poser beaucoup de questions, déjà en amont de la crise et encore plus après cette crise, et on vient de l'entendre encore, le besoin de se mobiliser en urgence, de trouver des solutions. Une fois qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qu'il y a des recrutements, qu'il y a des absences de profil, qu'on n'arrive pas à trouver en face le bon candidat, pour nous, en tant qu'organisme paritaire, c'est de remonter sur la branche professionnelle. Vous en avez beaucoup entendu parler depuis hier, et il y a des représentants ici qui pourront témoigner. En l'occurrence, l'intérêt de ce projet a été que les deux fédérations patronales représentatives de la branche qui nous concerne ont pu se concerter pour finaliser un besoin qui était identique. Enfin, des besoins qui étaient identiques. On a décidé à un certain moment de faire un focus sur le profil formateur, et donc le profil e-formateur qui ne se trouvait pas sur des candidatures spontanées. Donc ça, c'est la genèse du projet, qui est assez classique. Ce qui l'est moins, c'est la façon dont ça a été construit. On a appelé ce profil le couteau suisse de la formation, c'est-à-dire qu'on a cherché à mettre un maximum de choses. Et peut-être qu'aujourd'hui, et au regard de ce qu'on vient aussi d'entendre et des échanges, on reverrait les choses. En tout cas, ça a été une expérience extrêmement riche. Et je dois présenter dans la salle Alexandra Chambon, qui est là pour témoigner, puisqu'elle a suivi le parcours. Le hasard de la rencontre de ce salon m'a amenée à l'inviter, notamment parce qu'elle est aujourd'hui, à l'issue de ce parcours, en phase de recherche. Et que le témoignage qu'elle nous a apporté spontanément hier me semblait intéressant. Alors, sur le profil lui-même, on est sur... Je prends mes notes. On est sur concevoir des ressources pédagogiques digitales, animer des formations en intégrant des ressources multimodales, marketer, promouvoir et commercialiser l'offre de formation et les réseaux sociaux. Donc on est parti sur un profil qui était le profil idéal. Je rappelle qu'en ce qui nous concerne, sur les 750 organismes de formation qui sont rattachés à Acto, 90% sont des établissements de moins de 11 salariés. Ça, c'est le point de départ, et la question qui était posée est extrêmement... C'est Raphaël. La question qui était posée se pose à nous pour savoir effectivement de quelle façon on peut accompagner les plus petites structures, sachant que très certainement, il va falloir trouver du collectif et mettre en place des actions collectives pour pouvoir peut-être compenser ou apporter des réponses différentes de structures qui ont des moyens différents. Donc voilà, la genèse de ce projet, c'était ça. On s'est penché sur de quoi on a besoin, on a ciblé ce métier-là, on a fait passer un appel d'offres classique. Et dans la sélection qui a été faite de l'organisme de formation qui a été retenu, ce qui était intéressant, c'était d'essayer d'intégrer dans un parcours de ce e-formateur une double vitesse.
des formateurs qui étaient déjà expérimentés et qui venaient chercher la compétence digitale. Et de l'autre côté, des personnes qui avaient une technicité, qui n'étaient pas formateurs et qui venaient, eux, chercher à la fois l'axe pédagogique et la compétence digitale. Donc c'était ce double niveau qui était assez ambitieux, qui n'a pas si mal fonctionné finalement, avec, qui plus est, une expérimentation, puisque les stagiaires eux-mêmes ont expérimenté le distanciel, donc avec un tiers de tiers. Et du coup, on peut aussi se rendre compte en tant que stagiaire de l'autre côté, qu'est-ce qui convenait, qu'est-ce qui ne convenait pas, et comment eux, demain, pouvaient apporter des modalités différentes sur le projet. Voilà, l'objectif était évidemment de pouvoir trouver, puisque c'était effectivement une période opérationnelle emploi collective, donc ce sont des demandeurs d'emploi, c'était à la fois de répondre aux besoins des organismes de formation qui étaient en recherche de ces profils et de l'autre côté d'amener des personnes à l'emploi. Alors, sur l'expérience que ça nous a amené, c'est que certainement on va revoir les choses pour renouveler ces actions, notamment la clé d'entrée. Beaucoup de... On se rend compte en fait qu'au niveau des plus petites structures, il y a une grosse proportion de structures qui font appel à des formateurs indépendants. Donc le process avec l'intégration du stage, la période de stage et puis l'embauche qui était visée à la sortie avec ce profil-là, on n'était pas complètement dans les clous de ce qui est attendu aujourd'hui du plus grand nombre. Et je laisserai peut-être Alexandra parler de son expérience sur le sujet. Voilà ce que je peux en dire. Et donc, on a aujourd'hui tiré expérience. Alors, c'est pas si mal. Donc, il y a 2 groupes qui ont été montés. On a un groupe sur Toulouse, un groupe sur Montpellier. Au final des résultats, 60% des candidats sont placés, intégrés, ont retrouvé du travail. Certains avaient déjà, parce qu'ils avaient déjà des contrats, ils étaient sur une période d'interruption entre deux, donc c'était pas vraiment des nouveaux pour eux. Donc on a 60% des personnes qui sont en emploi aujourd'hui, mais un certain nombre qui sont retournés sur leur projet d'avant et qui n'ont pas trouvé ce pourquoi ils avaient aujourd'hui, ils avaient fait ce parcours. C'est là-dessus qu'il faut se poser des questions. Et peut-être, si vous voulez donner la parole, ça te va, Alexandra, puisqu'Alexandra fait partie des personnes qui sont aujourd'hui en recherche ou qui sont en train de se dire « je repars sur mon ancien métier tel qu'il était parce que j'ai pas trouvé ». Ça te va, Alexandra ? Oui. Elle se retrouve à la tribune. C'est complètement improvisé. Donc c'est vraiment une parole libre, puisque du coup, et ça peut être aussi sous forme de questions-réponses. Donc elle a suivi le parcours sur Montpellier, qui s'est terminé en juillet. Après, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais on est sur un projet classique, 400 heures, une période de stage. Enfin, voilà, je répondrai. Quel opérateur ? Alors, il y a eu un appel d'offres et donc c'est l'université qui a été... voilà, tout simplement parce que c'est le projet qui a proposé ce parcours en 2 niveaux qui nous intéressait pour l'expérimentation que ça a apporté. Et puis, il y aura certainement aussi des compléments peut-être sur ce projet dans la salle. C'est le témoignage de... Qu'est-ce que tu as à dire de ce parcours et où tu en es aujourd'hui, en fait ? Oui. Alors, je vais quand même commencer par dire que cette formation a été extraordinairement bien pensée, construite, consistante et très efficace. C'est-à-dire, moi, je suis le pur produit de l'évolution du métier de formateur. Moi, je fais partie de la catégorie des personnes qui venaient avec une expertise métier et qui cherchaient à évoluer vers faire de la formation. Et je me suis posé la question, formation dite classique, traditionnelle, ou formation directement, je plonge direct dans le digital. Et en cherchant ce genre de formation, miracle, est tombée la formation POEC, on l'appelle la POEC, POEC e-formateur, c'est bizarre, e-formateur, le couteau suisse, etc. Et on a vraiment couvert ça en 400 heures. Je vous assure que c'était très dense et très intense, mais on est préparé. C'est-à-dire aujourd'hui, je me sens complètement outillée
est prête à intervenir comme e-formatrice, donc surtout de la formation hybride, blended learning. On nous a bien préparé à ça. Avant tout, c'est de la pédagogie. On a été formé à la pédagogie et on a appris à utiliser ces outils numériques, à les intégrer dans notre parcours, dans le montage d'un parcours de formation. On a concrètement scénarisé des modules de formation, on les a concrètement numérisés, digitalisés et on les a présentés comme un projet pédagogique qui a été soutenu en quelque sorte par nos formateurs qui venaient donc de l'Université de Toulouse. Donc voilà, et on sort de là, moi je me sens complètement prête et préparée à rentrer dans un organisme de formation et de proposer je suis e-formatrice, mais je suis formatrice à la base, c'est-à-dire j'ai vraiment cette pédagogie. Est-ce que tu peux nous toucher un mot des démarches que tu as faites et comment ton profil a été reçu ou pas et du coup, quel intérêt les organismes de formation ont montré par rapport à... Est-ce que ça montre une différenciation, cette candidature, ou où est-ce que tu en es par rapport à ça? Alors oui, effectivement, sur le marché, je me suis présentée comme telle et c'est très bien reçu en disant « oui, on a besoin de profils comme le vôtre, mais, alors on n'a pas le temps, on est trop pris, c'est pas pour tout de suite, mais oui, on garde votre carte, votre flyer, votre ci, votre là, tout ce que j'ai pu donner, tout expliquer. » Donc c'est très bien reçu, je trouve, dans l'ensemble, j'étais moi-même étonnée. Ce sont des profils qui sont recherchés, mais je ne sais pas, c'est une question de temporalité peut-être, de moyens, je pense que le temps que tout se mette en place, on a vu avec votre témoignage, ça prend énormément de temps, donc j'ai très bon espoir, mais effectivement, pour un retour immédiat à 3 mois, à 6 mois, non, on ne peut pas trouver de l'emploi, encore moins en CDI. Après, moi, ce n'est pas forcément ce vers quoi je me positionne plutôt comme consultante, formatrice indépendante. Je pense que ça répond plus aux besoins du marché. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, à 1 an, j'espère 8 mois, 1 an, puisque tous les retours... hier, sur le salon, je me suis présentée à plusieurs organismes et ils ont été tous très intéressés. Et quand je suis rentrée plus dans le détail de la formation, de ce que j'ai, de mon profil aujourd'hui, tous ont été très positifs. Mais ça fait partie de la réflexion qu'on a dans le renouvellement, puisque potentiellement, à partir du moment où il y a du besoin, cette action, d'autres actions, y compris sur d'autres métiers, même sur des fonctions support, peuvent être renouvelées. Nous, on a besoin aujourd'hui d'être à l'écoute de vos besoins, de voir comment on peut créer du collectif avec quelle clé d'entrée. C'est pour ça qu'hier, j'évoquais la possibilité de vous réunir, certains, avec une clé d'entrée qu'on va choisir, plutôt plusieurs, une qui va se recibler. Je vois Raphaël qui s'approche. Je peux te... Vas-y. Peut-être, pardon, est-ce qu'on pourrait rebondir ensuite? Peut-être qu'après, on finit peut-être la séquence. Non, mais on vous laissera peut-être pour rebondir sur le témoignage là à chaud. Moi, j'avais une question. Qu'est-ce que c'est un e-formateur, alors? Par rapport à un formateur. Et il y a une autre question qui va... Oui. Le domaine, et qu'est-ce que e-formateur? Du coup, c'est... E-formateur, c'est une chose, mais e-formateur en quoi? Non, alors, je me suis posé la même question, en fait. Et c'est difficile. En fait, j'ai 2 réponses. Je suis formatrice avec mon expertise métier. Donc moi, j'ai des métiers du tourisme réceptif et de l'accueil. Ouais. Donc, je suis formatrice dans ce secteur d'activité, mais je suis devenue e-formatrice, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable de travailler. Et là, par exemple, dans un projet comme celui de Virginie, en tant que sur l'ingénierie pédagogique, la mise en place des outils numériques, sans pour autant que ce soit mon expertise métier. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai ces compétences transverses pour proposer, et c'est ce service-là que moi j'ai proposé, par exemple hier, en rencontrant des entreprises ou les offices de formation, les centres de formation. Donc c'est une double compétence en quelque sorte. On est formateur et ingénieur pédagogique. Et ça après, on a poussé jusqu'à travailler sur vraiment tout ce qui est multimédia, vidéo enrichie, gamification, etc. Et je rejoins complètement Virginie, c'est un autre métier. Et même si nous, on a travaillé dessus,
Non, on peut pas tout ingurgiter, enfin pas tout faire. Enfin, à un moment donné, il faut professionnaliser. Et c'est là, je rejoins complètement, la scission se fait, je pense, aussi là. Ouais. Et donc, vous avez besoin d'un concepteur multimédia pour concevoir les produits? Pas forcément, non, on peut le faire. Alors, je dis pas une grosse structure comme le Krebs, je sais pas si on peut, mais justement pour revenir à la question des petites structures, je pense qu'on peut déjà apporter cette première phase, on peut être présente pour cette première phase, ouais. Oui, il y a plusieurs niveaux de digitalisation, donc nous, on peut se considérer au premier niveau en tous les cas, et selon notre appétence, parce que moi, il se trouve que j'ai une appétence pour le numérique, en le poussant plus loin, je pense que je peux pousser à un deuxième niveau, voilà, avant. Vous allez m'envoyer votre CV, faire passer dans le réseau. Et voilà. Ben, merci beaucoup. Bien sûr, ils ont circulé. Les organismes en recherche sans arrêt, sans encadrer. Il y a une pénurie. On a du mal à recruter des formateurs, c'est pour ça qu'on a mis en place la FEC avec Acto. Et donc, vous n'aurez pas de problème à trouver du travail. Voilà. Bah écoutez, je vous avais dit que le hasard faisait bien les choses. On s'est rencontrés. Voilà. Pascal, oui. On a une autre question. Oui, bonjour, Pascal Lambert, je suis DG de e-Group, l'organisme de formation de Montpellier. Effectivement, ne pensez-vous pas que votre actuelle difficulté pour trouver un poste de formateur en CDI salarié émane plus du contexte du tourisme plutôt que votre qualification d'e-formatrice? Parce qu'effectivement, nos usages d'organismes de formation restent encore bien ancrés dans le fait que les compétences sectorielles issues de l'expertise métier tiennent encore une place importante dans les critères de recrutement, et malgré tout, la relation à l'apprenant reste tenante au secteur. C'est vrai qu'un formateur qui a une expertise métier, forcément, il doit être formé à la pédagogie, un expert métier pour devenir pédago. Donc un expert métier pour devenir e-formateur doit être formé aux pratiques de e-formation. Mais la contextualisation, la capacité à scénariser des contextes immersifs, la connaissance des actions propres au terrain liées justement à l'expertise métier reste quand même un déterminant fort. Alors je parle sous le contrôle de mes confrères, mais je pense que c'est plutôt ça la cause aujourd'hui, qu'on a un secteur du tourisme qui est exsangue en termes de recrutement, donc qui ne forme pas ou très peu. Ça va sans doute repartir. Et je pense que c'est plutôt ça le critère, parce que je rejoins ce que dit Sylvie Petitjean. On a un manque énorme de formateurs, et le recrutement aujourd'hui de nos établissements est très très important. Notre demande de ressources de formatrices, formateurs, e-formatrices, e-formateurs est très très importante. Donc je suis assez étonné de cette chose-là. L'autre éclairage, c'est peut-être notre convention collective qui offre aussi des niveaux de rémunération qui sont liés au financement auquel on peut prétendre quand on travaille, qui font qu'on n'est pas forcément des postes, ce ne sont pas forcément des postes très attractifs eu égard à l'attente et au contexte professionnel dans lequel ils s'exercent. Mais je ne pense pas que... Enfin, je voulais simplement, je suis un peu long, pardonnez-moi, mais exprimer le fait que ce n'est pas votre... cette formation et cette idée d'Acto, on la plébiscite, elle est absolument nécessaire sur nos territoires, il faut la répliquer, la dupliquer. Et votre expérience-là d'absence de rencontre d'une offre de recrutement ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt de nos besoins. Voilà. Derrière, et là. On a une question et ici là aussi. Pardon, il y a trois. Bonjour, Christine Bazin, chargée de professionnalisation au CARIFOREF en Foix, donc Bourgogne-Franche-Comté. Moi, j'ai trois questions. La première, c'est quelle était la durée de la formation? La seconde était justement donc, au témoin, c'est pourquoi avoir choisi cette formation donc, dans le cadre de la POEC et plutôt qu'une formation existante au niveau national, une formation certifiante. Et la troisième question, c'est à Acto, c'est et aussi donc à l'ensemble des acteurs et notamment au niveau des fédérations, c'est pourquoi avoir monté une action comme celle-ci? Est-ce que ça veut dire que sur le territoire, elle n'existait pas?
Et est-ce que vous avez l'intention aussi de peut-être faire remonter l'information auprès des structures telles que les universités ou autres qui pourraient donc essayer d'orienter plutôt leur certification vers vos attentes, vers vos besoins? Voilà, donc ce sont mes 3 questions. Sur la durée de formation, on est sur un cadrage qui est défini, qui est de 400 heures, incluant une partie de stage pratique. Et dans les expériences qu'on renouvellera différemment, ce stage est une question dans la période où il a été mis en œuvre, et surtout sur l'identification en amont. C'est-à-dire, si je dois dire aujourd'hui, on renouvelle l'expérience, on va travailler sur l'amont en partant de façon plus affinée des besoins et en engageant les organismes de formation concernés dès le départ. Voilà, ça c'est l'expérience qui fait que c'était déjà important de lancer ces projets-là. Donc bien entendu, sur ce dispositif-là, en plus, nous sommes tenus de vérifier ce qui est existant. Et donc nous n'avons pas trouvé, puisque la formation de formateurs je pense, qui existe et qui a sa raison d'être aujourd'hui, ne présentait pas ces actions-là. C'était pas une formation de formateur, c'était vraiment orienté sur le digital. Et la 3e question concernait les fédérations. Au choix également donc du témoin, pourquoi avoir choisi cette formation plutôt que une formation qui pouvait exister éventuellement sur le territoire national? Alors, j'ai bien sûr tout regardé, puisque c'était quand même mon intention de devenir formatrice, de partir, de ne pas laisser tomber mon métier complètement, mais de devenir formatrice. C'est quelque chose que j'avais en tête. Donc forcément, avec la situation dans mon métier, je me suis retrouvée à avoir le temps de m'en occuper. Donc j'ai cherché. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a soit je tombais sur des formations de formateurs, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment la pédagogie. Je voulais d'abord apprendre ça en premier. Je me retrouve avec des formations de 2 jours ou 4 jours, ou 3 jours, c'était sur du 3 jours essentiellement, ou c'était carrément l'année universitaire, les sciences de l'éducation, etc. Et il n'y avait pas d'intermédiaire. Et moi, je trouve que c'est ce qu'il faut aujourd'hui, c'est cet intermédiaire. Et voilà, les 400 heures, c'est 3 mois, on a un stage. Alors c'est vrai qu'il faut le retravailler parce que ça peut être très, très efficace, mais là, ça a été un petit peu... On a été tous pris de court. Mais c'était justement le format de la formation et puis le contenu qui couvrait les deux, tout le côté pédagogie de base qu'il me faut, la base qu'il me faut, et puis tout le côté numérique, outils parce que moi je m'inscris là-dedans. Je ne regarde pas, je pars dans cette direction-là maintenant puisque je surfe sur cette vague qui est quand même l'évolution du métier. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi sans hésiter. Juste pour ceux qui posent les questions, il faut parler très proche du micro, sinon les personnes en distanciel n'entendent pas vos remarques, vos réactions et vos questions. Et du coup, n'entendent que les réponses. Bonjour, Pierre Laurent, responsable du pôle accompagnement des professionnels au CARIFOREF Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'avais une question à la fois pour la dame responsable d'Acto et pour l'e-formatrice qui vient de témoigner. Par rapport à la question de l'évolution du métier, comme tout à l'heure, vous évoquiez, depuis le début des journées, on évoque 2 paramètres importants, la dimension d'accompagnement et puis il me semble aussi la dimension de montée en charge progressive dans la digitalisation. Je me demandais si dans votre cas, quand vous parliez des freins, pour des toutes petites structures, est-ce qu'il ne faudrait pas se positionner plus comme un accompagnateur au changement ? Est-ce que c'est une dimension aussi, donc plus dans la posture, dans la présentation de la fonction, quand vous évoquiez les résistances des tout petits centres qui disent oui, ça nous intéresserait, mais c'est un peu tôt, et que vous parliez aussi de votre rôle d'ingénierie, est-ce que ce n'est pas une piste, un levier ? Oui, moi je pense que c'en est un, effectivement. Alors je ne le présente pas de cette façon, mais je retiens ce que vous venez de dire, mais c'est un petit peu comme ça que je me présente, plus effectivement de l'accompagnement au changement, à la digitalisation de la formation. Oui, je pense que ça peut se présenter également comme ça. Ouais.
Je vous rejoins complètement. Je vais rebondir parce que du coup, vous m'ouvrez la voie royale pour évoquer ce qu'on pense proposer, enfin ce qui est dans les tuyaux qui nous attendent. Donc, mis à part la rencontre pour aller un petit peu plus loin sur le diagnostic, on a quelques possibilités de financement, notamment sur des pré-diagnostics qui sont menés par les conseillères. Au-delà de ça, on a des prestations conseils RH qui peuvent être orientées sur la stratégie, l'accompagnement avec des consultants experts, avec des financements à 100% pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, en principe, voilà, une majorité. Et à partir de là, et avec un accompagnement de consultants experts, lancer des actions qui peuvent être soit des actions sur lesquelles on va renouveler et proposer pour des demandeurs d'emploi, mais on a également des moyens actuellement pour accompagner la formation des permanents, des formateurs, de vos salariés. Donc on a des clés d'entrée actuellement dont on ne connaît pas trop ce que ça va devenir sur l'année suivante, mais il y a des choses à vous proposer et donc effectivement réfléchir sur la stratégie, sur la structure. Enfin, je pense que le témoignage était très important, c'est un bouleversement, on ne revient pas en arrière. Donc autant bien choisir son moment et s'y préparer, et l'accompagnement au changement, c'est la clé de la réussite. Enfin, Merci. Oui, donc bonjour, donc Yannick Garcia du Centre ABC, directeur du Centre ABC. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, je rejoins un peu ce qui a été dit par monsieur du Carif PACA. Et sur le positionnement de l'action de formation que vous avez proposée, à mon avis, c'était effectivement une question de temporalité, est-ce que c'est pas trop tôt? Parce que là, aujourd'hui, pour les autres organismes de formation qui sont éventuellement dans une démarche type Innov'Emploi ou autre, AMI, etc., on n'est pas forcément... convaincu, si on est convaincu, on ne sait pas exactement quel type de profil on va recruter. De quoi on a réellement besoin là aujourd'hui? Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui va pouvoir uniquement faire de la scénarisation? Est-ce que c'est quelqu'un qui va travailler sur quelque chose de beaucoup plus technique et qui va mettre en œuvre et qui va monter des modules ou des progressions pédagogiques? Enfin, je pense que la réflexion que ce changement enclenche dans les organismes de formation, elle est profonde, quoi. C'est pas, ça va pas être résolu comme ça du jour au lendemain, et on a besoin de temps pour savoir exactement là où on en est aujourd'hui et vers quoi on veut aller. Ce qui pourrait expliquer en partie, je pense, le fait que là aujourd'hui vous n'ayez pas encore eu de proposition qui vous conviennent réellement. C'est sûr que pour être formateur, il n'y a pas de souci. Tout le monde le dit, enfin d'autres personnes l'ont dit avant moi, on recrute tous des formateurs et on est tous en difficulté sur des profils classiques. Mais sur du e-formateur, encore faudrait-il savoir ce qu'on veut exactement. Et je pense que c'est là où ça pêche, à mon avis. Hein, c'est mon analyse de la situation. Moi, je fais l'hypothèse que, effectivement, dans les... moi, je fais l'hypothèse, effectivement, que les entreprises de formation, quand elles ont entendu que vous étiez capable de scénariser, si elles n'ont pas un projet immédiat à vous proposer, elles ne peuvent pas vous recruter. Moi, je pense que, effectivement, la temporalité... c'est pas la bonne, ou alors il faut choisir des structures d'une taille un petit peu plus grosse. Mais l'autre idée aussi, c'est que le e-formateur, c'est quelqu'un qui peut se positionner comme quelqu'un qui va accompagner, qui va tutorer aussi les publics dans l'utilisation du digital. Ce que les formateurs traditionnels font pas forcément, quoi, qu'ils ont besoin d'apprendre à faire aujourd'hui. Et que peut-être votre positionnement, ça pourrait être celui-ci. Parce que depuis que je vous entends, je trouve ça très intéressant. Et je trouve que c'est juste une question de positionnement sur le marché de la formation. Et les entreprises de formation, aujourd'hui, elles se sont mises aux classes virtuelles, elles se sont mises à laisser les stagiaires travailler en autonomie. Et vous, votre compétence, c'est que vous êtes capable de les accompagner, quel que soit le domaine sur lequel ils travaillent.
Ça peut être ça, votre positionnement. Et là, je pense que les petites boîtes auront moins d'inquiétude à votre sujet. Et puis, je voulais faire une remarque plus générale par rapport à cette expérience que Madame de Paquet vient de nous présenter. C'est tout l'intérêt pour les organismes de formation d'avoir un OPCO de branche, c'est-à-dire d'avoir un OPCO qui s'occupe des besoins, de nous accompagner dans l'évolution de nos compétences. Et si les organismes de formation qui sont présents aux innovantes ont des besoins de formation, des besoins de compétences qui aujourd'hui ne sont pas pourvus, il ne faut pas hésiter à nous le faire remonter pour qu'on puisse le travailler avec Acto. C'est ça l'intérêt. Hein, voilà. Peut-être Raphaël, tout à l'heure, vous vouliez intervenir. Je suis désolée. Oui. Moi, je voulais faire une remarque et dire ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que ce nouveau métier dit formateur n'a son sens que s'il est inscrit dans un changement que vous avez engagé, en fait, et que les deux aspects sont concomitants. Il faut que la formation vienne in fine après qu'on ait étudié les changements vers lesquels vous devez aller. Et donc, ce qu'on vous propose ou ce qu'on émet comme hypothèse depuis tout à l'heure, de vous accompagner à ce changement, peut-être de cartographier vos besoins, peut-être de vous accompagner dans la gestion de vos équipes. Je ne posais pas anodinement cette question des petites structures. Peut-être qu'avec un consultant extérieur, on serait plus en capacité de poser les besoins réels et de faire en sorte que quand les stagiaires sortent de formation, ils aient déjà des organismes qui les attendent et que les profils correspondent à leurs besoins. Voilà, faire matcher l'offre et la demande. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans la salle ? Non. Je ne sais pas si on vous a complètement répondu, mais je pense que la réponse, elle n'est pas unique. La réponse, elle est à adapter à là où vous en êtes aujourd'hui, le type de pédagogie que vous menez déjà, la construction de votre équipe, votre bassin d'emploi. Enfin, là, on est parti sur un profil qui est unique, mais votre besoin, lui, il doit être étudié d'un peu plus près, et je pense qu'il n'y a pas une réponse universelle. Je suis d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas de réponse universelle. Après, la question de la temporalité, encore une fois, je pense que c'est vraiment important. Je pense que la question de la temporalité, c'est vraiment quelque chose de saillant dans la mesure où quand on est rentré en confinement, on s'est tous mobilisés comme on a pu effectivement pour maintenir l'activité, que d'autres ont fait le choix de ne pas se mobiliser et qui se sont dit bon, ça va passer, dans un mois, dans 2 mois, on revient à ce qui était avant. Le fait est que non, et le fait est que là aujourd'hui, c'est clair que voilà, ça a changé et qu'on est là-dedans. Et donc, certains vont se posent la question depuis peu, d'autres se la posent depuis longtemps, enfin longtemps, 1 an et demi, ou d'autres beaucoup plus longtemps, comme le CREPS qui avait démarré beaucoup plus tôt. Mais voilà, je pense que la question de la temporalité, de l'analyse du réel besoin, de ce que souhaite, de ce dont a besoin l'organisme de formation, c'est indispensable. Parce que, comme vous le disiez à l'instant, d'un organisme à un autre, le besoin n'est pas forcément identique. Voilà. Donc, en termes de solutions, j'essaye peut-être d'apporter une réponse à... C'est vrai qu'on a besoin un peu d'action une fois qu'on s'est lancé là-dedans, puis il faut pratiquer rapidement. Je n'ai pas envie de perdre tout ce que j'ai. Donc, c'est vrai que j'ai besoin d'action. Maintenant, j'ai conscience que ça va prendre du temps, mais je ne suis pas inquiète. En plus, en vous entendant tous, pas inquiète par rapport au métier, parce que mon expertise métier, il y a bien des écoles qui en ont besoin. Mais alors, la difficulté, c'est de les contacter. Et après, je vous rejoins complètement. La notion d'accompagnement, vous êtes 2 personnes à avoir cité, je la retiens complètement parce que je m'en suis rendu compte moi-même en discutant avec des connaissances qui sont, eux, formateurs, que j'appelle moi traditionnels. Quand je leur ai parlé de ce que je faisais, de ce aujourd'hui je suis capable de faire avec ma mallette, parce qu'en fait, je suis d'abord, avant tout, formatrice et j'ai une mallette d'outils numériques. C'est ce que j'ai en plus par rapport à un formateur. Et que j'ai commencé à expliquer un petit peu que je pouvais scénariser des formations, des parcours, etc. Donc des personnes qui sont depuis 20, 25 ans dans la formation, qui vont regarder avec des yeux comme ça en disant mais c'est un autre métier.
Et c'est là où je me suis rendu compte, donc, et je vais même intervenir là pour faire une présentation justement sur les outils numériques à la disposition des formateurs et comment les intégrer dans un parcours face à des formateurs traditionnels. Et moi qui sors de cette formation, je me retrouve à former, et je trouve ça super, et ça prouve qu'il y a un réel besoin et que c'est un réel métier qui se complète, hein, ça se complète. Nous, la première chose qu'on nous a dit, c'est vous êtes avant tout des formateurs et c'est de la pédagogie avant tout. C'est seulement une mallette en plus que vous avez par rapport aux autres. Et ça se confirme dans ce que vous me dites et ce que moi je vois dans mon entourage. Oui, excusez-moi, j'avais une deuxième question, là plus sur la rencontre entre le thème évolution du métier de formateur et le volet apprenant qu'évoquait la dame. En ce moment, on conduit une étude sur les enjeux de professionnalisation liés à la thématique handicap. On sait bien que dans le champ de la professionnalisation, il y a des enjeux importants, par exemple liés aux troubles de l'apprentissage ou liés aux déficiences sensorielles. Est-ce que dans vos expériences pilotes que vous mettez en place, vous avez l'impression que ces enjeux de digitalisation percutent aussi ces questions-là? Est-ce que, par exemple, vous avez eu des contacts avec la RHF, donc KEOPS et AGFIP? C'est peut-être trop pointu, hein, mais voilà, je me demandais si ces enjeux de transformation sur le volet apprenant, ils prennent en compte ces dimensions-là, et est-ce que ça fait bouger les lignes ou pas, quoi, en fait? C'est un bon sujet. Hein. Alors, pas directement sur ce projet-là, en tout cas pour ces premières expérimentations, mais je pense que c'est effectivement des éléments à prendre en compte. Hier, on a cité l'électronisme qui est revenu régulièrement. C'est aussi peut-être une façon de proposer des modalités pédagogiques à des personnes qui ont des difficultés tout simplement avec l'écrit. Donc il y a cette thématique. Je ne peux pas dire que ça a été fait sur la première expérimentation, mais oui, bien sûr, c'est des réflexions à mener et le handicap est embarqué de toute façon dans toutes nos actions. Donc, merci pour la réflexion, l'ouverture. Oui, simplement, je voulais ajouter par rapport à l'accompagnement au changement, attention quand même, parce que ça nécessite d'avoir des compétences de consultant, hein, de conduite au changement. Donc c'est encore un autre métier. Être capable de poser des diagnostics, faire des audits, apporter des préconisations, ça correspond à un métier qui est un métier de consultant. Oui, complètement. C'était en amont, c'est rien à voir avec le projet lui-même, c'est vraiment de démarrer par là pour avoir un diagnostic et un accompagnement. Oui, bien sûr. Bonjour, Lucille O'Rourke. Alors, excusez-moi, j'ai un petit souci depuis hier au niveau de la voix, mais je n'ai pas le Covid. J'ai fait le test. Moi, j'enfonce une porte, mais il y a la notion de temps, je suis absolument d'accord. Je suis un tout petit organisme de formation, Formaskills, Educaskills, j'ai 1 an et demi. Moi, j'adorerais proposer plein de super formations digitales, mais j'ai un gros problème de moyens. Au-delà d'avoir des formateurs non salariés, puisque je ne peux pas financièrement, il y a cette problématique de moyens, c'est que les plateformes, c'est pas donné. Si on veut faire des super trucs, soyons honnêtes, c'est pas donné non plus. Et il y a cette question que vous avez posée tout à l'heure de la formation de formateurs finalement indépendants qui à tout moment, moi je leur ai proposé, hein, puisque j'ai répondu pour la modernisation, je vais être accompagnée par Kawa Learn. Je propose à mes formateurs indépendants de suivre la formation avec moi, mais j'ai aucun moyen de savoir s'ils vont la faire et partir. Et du coup, il faut tout recommencer à chaque fois et je n'aurai pas de financement vita aeternam là-dessus. Donc c'est aussi une autre problématique je suis désolée, mais ouais, c'est une autre problématique pour les petits organismes aussi. C'est un constat. C'est un constat, c'est une réflexion RH, c'est une réflexion de branche. Oui. On va prendre du coup la dernière question et peut-être qu'après vous pourrez conclure sur des éléments complémentaires que vous souhaiteriez partager. L'atelier va toucher à sa fin bientôt. Laura, il y a des questions ?
Ça me fait... je réagis à votre intervention parce que l'État, dans le Haut-Commissariat, en ce moment, réfléchit à... Vous m'entendez pas? Vous m'entendez? C'est pas très Covid, hein. Le micro, hein. J'en voudrais au CARIF, c'est... Bon, enfin, bref. Non, ce que je disais, c'est le Haut-Commissariat réfléchit actuellement à la mise à disposition, un peu sur l'étagère, d'outils qui seraient... que un certain nombre d'organismes, parce qu'ils ne le font pas dans tous les métiers, ils vont le faire sur un certain nombre de métiers, que les organismes pourraient aller chercher. Donc, ce sont des outils, des supports digitaux. Hein, voilà. Et donc, moi, ça m'amène à... c'est plus une réflexion que je pose au centre de formation. Hein. Alors, elle est un peu stratégico-politique, mais c'est est-ce que vous avez dans l'idée, est-ce que ça vous paraît possible de vous rassembler pour acheter ensemble du support, pour construire ensemble des outils, pour faire des choses ensemble, parce que la question à la fois du temps à consacrer, mais à la fois, donc c'est de l'investissement temps ou de l'investissement sonnant et trébuchant, est assez important dans ce virage que prend la formation. Donc je ne sais pas s'il y a des réflexions qui sont conduites ou des démarches qui sont mises en œuvre. Et peut-être, je ne sais pas si certains participent à l'expérimentation nationale du Haut-Commissariat. Là, la question, elle est renvoyée à la salle. C'est la question, en fait, de la mutualisation des outils. Puisqu'en effet, vous avez posé la problématique de l'investissement, c'est très lourd pour des petits organismes de formation. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une question de mutualisation? Et puis, il y a des démarches de l'État, justement, qui vont dans ce sens. Donc, voilà, je vous laisse la parole. Oui, donc, pour répondre effectivement à votre question, on a été sollicité, nous, par un autre organisme de formation pour qu'on puisse éventuellement mutualiser notre e-formateur, e-concepteur. Mais bon, le problème, c'est que là, aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce dont on a besoin et l'un et l'autre. Et que pour le coup, moi, j'ai déjà quelqu'un en interne. L'idée, c'était qu'il puisse éventuellement, lui, mobiliser la personne que j'ai en interne. Et donc, on se réunit bientôt pour savoir si c'est jouable ou si c'est pas jouable. Donc, effectivement, stratégiquement, on y a pensé. Alors, on n'est pas une toute petite structure, on n'est pas une grosse structure non plus. On a une taille intermédiaire. Et donc, on peut se le permettre. Mais je rejoins quand même ce que disait la personne juste avant. Pour les toutes petites structures, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et je suis hyper intéressé sur la question du handicap, parce qu'on mène un dispositif qui s'appelle Inclus Pro en PACAP, qui vient juste de démarrer il n'y a pas très longtemps, et qui est financé par la GFIP, et que la question de l'individualisation et de la prise en compte du type de handicap dans la construction derrière du parcours pédagogique, de la formation, c'est à mon avis quelque chose d'hyper important, et de pouvoir l'intégrer avec tout le reste, parce que là aujourd'hui on pose la question de l'e-formation, mais on pose la question du handicap, on pose la question des soft skills, on en a parlé tout à l'heure, il y a plein de questions qui se posent en même temps, il faut tout essayer d'intégrer, et voilà, ça prend du temps et c'est complexe. Bonjour à tous, j'avais une petite question, on parle d'outils, je suis là. Dans la formation que vous avez suivie, e-formateur, la POEC, on vous a formé à des outils gratuits ou payants, parce que ça aussi, ça a un coût derrière pour les organismes de formation en termes d'abonnement annuel. Voilà, les licences à multiplier par le nombre de futurs e-formateurs. Donc voilà, outils gratuits ou payants. Vous pouvez vous présenter? Pardon, Lydia Schmitt, Fondation INFA, directrice des ressources pédagogiques et de l'innovation. Merci. Donc, comme ça s'est fait par deux organismes différents, donc l'Université de Toulouse pour la partie pédagogique et la partie numérique, c'était un centre de formation numérique bâti Paul en Limouxin. Eux avaient la LMS Moodle, donc on a travaillé essentiellement sur Moodle, mais c'était leur plateforme à eux de leur centre de formation. Après, on nous a fait travailler, nous, sur nos projets, sur des outils, parce que tous offrent une partie gratuite, limitée, mais pas pour un centre de formation, mais pour un formateur indépendant, au démarrage, ça peut suffire. Mais voilà, après, il faut passer sur des... Exactement. Mais on rejoint, c'est effectivement, ça a un coût, forcément. Ouais. Mais, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il y avait quelques...
Ouais, la dame était avant. Voilà, moi je voulais prendre ma casquette de directrice du CREPT et pas du CREPS, même si de nombreux stagiaires du CREPT disent qu'ils sont du CREPS. Voilà. Donc je suis ravie de faire votre connaissance. Vous avez quelques milliers de stagiaires supplémentaires. Moi, je voulais reprendre ce que disait Madame Mazinck, et il me semble que dans les marchés publics de formation, aujourd'hui, les acheteurs exigent que quand qu'il y a un service et une homogénéité au niveau de la prestation. Et souvent, quand on est en groupement entre plusieurs organismes, celui qui assure la fonction mandataire développe des outils, dont aujourd'hui des ressources digitales, qui partage et met à disposition de ses co-traitants. Et donc, la mutualisation et la montée en compétences, elle se fait aussi par ce biais-là. Je voulais le rappeler. Oui, c'était pour Yamina Boyade, donc responsable APP portée par CET Aglopole Méditerranée, aussi animatrice du réseau des APP Occitanie. Et donc c'était pour répondre notamment à la question sur comment faire quand on est un petit organisme. Donc le réseau APP se mobilise au niveau national pour répondre à l'appel à projet de l'État DEFINUM, qui vise justement l'accompagnement des réseaux. Et donc en fait c'est une des solutions aussi pour les petits organismes pour mutualiser. Et un de notre projet, c'est de mutualiser au niveau national les ressources pédagogiques, les plateformes numériques qui sont utilisées. Donc un conseil, c'est voilà, quand on est un petit organisme, c'est très difficile de vivre seul, donc il faut se regrouper, oui, sous forme de fédération, de réseau, voilà. Et puis sans compter qu'il y a aussi l'appel l'AMI Innove Emploi sur la digitalisation de l'appareil de formation, qui est aussi un bon outil pour accompagner le changement. Mais DEFINUM est en cours, là. Alors parce qu'il est 15h30, on va clôturer cet atelier. Donc un grand merci à Virginie et à Inès pour leur partage d'expérience, toutes ces informations, je pense, qui étaient pratico-pratiques. Un grand merci à la cerise sur le gâteau, Alexandra, qui n'était pas prévu, le témoignage. Donc un grand merci, parce que je pense que ça a suscité beaucoup de remarques et de questionnements. Voilà. Totale ovation. Merci beaucoup pour Nadia, Laura, pour leur appui sur l'animation. J'ai oublié Raphaël également, qui était là en appui. On a voulu, quand on a préparé ensemble collectivement cette séquence, que ce soit le CARIF, Acto, le CREPS, on a voulu avoir un atelier interactif. On s'est dit, on va éviter le mode de conférence descendant antipédagogique. Je pense qu'on a réussi le pari. Ouais, je pense qu'on a réussi le pari collectivement. Donc, un grand merci à vous tous. Merci beaucoup. Bon après-midi. Et